Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chronique amazonienne. D'un battleur fou d'écriture. Graveur de mémoire. Dernière parution. Éric Leray Marinoni, fondateur de la presse moderne, 1823-1904, 2009. Michel Perret, Terre du vent. Une enfance dans une ferme algérienne, 2009. Pauline Berger, Bruit de couloir. Dans les coulisses d'un internat de jeunes filles, 1951-1958, 2009. Franco Urbini, La libération de la France, l'Indochine. Souvenirs de guerre d'un deuxième classe, 1941-1947, 2009. Rémi Marchand, Les mémoires d'un poilu charentais, 2009. Chanda Théo-NME, Les tribulations d'un étudiant africain à Paris. Livre 1 d'une autobiographie en 6 volumes, 2009. Atika Getch, Ma mère avait 3 filles. 1945 à 1962, Une enfance algérienne, 2009. Robibois, Sous la grêle des démentis. Ménaa, 1948 à 1959, 2009. Xavier Arsenehchenry, Les prairies immenses de la mémoire, 2009. Bernard Lajarige, Mémoire d'un comédien au XXe siècle. 3 petits tours, 2009. Geneviève Gousssaudf Les oies sauvages. Une famille française en Tunisie, 1885 à 1964, 2009. Lucien Lemoisson, Itinéraire d'un pénitentiaire sous les 30 glorieuses, 2009. Robert Weinstein et Stéphanie Krug, L'orphelin du Veldiv, 2009. Mesmine Donineaux Manitoba Doudou, Femme maîtresse, 2009. François Sauteron, La chute de l'Empire Kodak, 2009. Paul Lopez, Je suis né dans une boule de neige. L'enfance assassinée d'un petit pied noir d'Algérie, 2009. Henri Bartoli, La vie, dévoilement de la personne, foi profane, foi en Dieu personne, 2009. Frédéric Banouncaracciolo, Alexandrie, Pierre Desmans, 2009. Pierre Vernet. Chronique amazonienne. D'un battleur fou d'écriture. Édition établie par Michel Croce-Spinelli. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 09 974 6. EAN 9 782 296 099 746. Pousser vient. Des bras sortent de la tête de n'importe où. Pour s'étirer, pour se défendre, pour davantage s'étendre. À l'aventure, bras de fortune sans savoir où déboucher. Essai d'enfant, dessein d'enfant. Mouvement comme désobéissance. Henri Michaud. Drogman en ligne. Dublin 2001. Monsieur Drogman, êtes-vous spécialiste en toxicomanie? Je crus à une plaisanterie. L'internaute de Bolivie signalait et s'exprimait en français. Il insistait. Je relève votre nom dans la liste des participants au congrès drogue et bioéthique de Boston. Je répondis. Monsieur Lay, étant interprète auprès d'organismes internationaux, je signe Drogman en hommage au Drogman du XVIIe siècle, du grec byzantin Dragoumanos, interprètes qui servaient la sublime porte à travers leurs ateliers de langue disséminés de par les pays du Levant. Mais je peux vous affirmer que je n'ai rien à voir ni de près ni de loin avec les narcotiques. Pas démonté, l'internaute relança. Au XIe siècle, interpréter signifiait expliquer, au XVe traduire, au XIXe jouer. Vous faites quoi? Et vous? Moi j'écris. L'homme excité, c'est le nom de mon personnage, déjà 15 ans que j'écris. Si je vous interroge, c'est qu'un de mes personnages est cocaïnomane, enfin tant pis. Dominez-vous vraiment toutes ces langues, comme vous le prétendez?
En effet, je les maîtrise. Que désirez-vous? Je veux éditer mes livres en version bilingue. Langue sourde. Le français. Langue cible. Mais enfin tout. Désolé, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis un oral, un sonore, et l'équivoque où votre nom m'a égaré me fait saisir que je n'ai pas besoin d'un traducteur mais d'un interprète simultané pour m'offrir tous les sens et tous les possibles contresens et tous les détournements, les ambiguïtés des mots et me surprendre. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous envoie un billet aller et retour, classe affaires, tous frais payés, et nous en discuterons chez moi. Accord ou non, je vous offre un voucher pour 15 jours de visite au cœur des Andes dans les meilleures conditions. J'ai accepté. Je ne connaissais pas la Bolivie. Aurais-je accepté si je l'avais connu, lui? Oui, je crois, j'en suis sûre même. Cette joie et cette souffrance en fusion m'inspirèrent d'abord une inquiétude et une répulsion, mais très vite aussi une forme de reconnaissance pour cet homme excité et héroïque dont la vie cherchait obstinément à ouvrir notre monde. Ce monde que nous pensons achevé et dont nous sommes fiers d'être l'espèce dominante, lui l'avait baptisé sans mépris ni méchanceté, la planète des Omégas, la planète des finis, dont il fallait s'échapper pour poursuivre ailleurs l'aventure de la vie qu'il appelait Vidianan. À l'aéroport de La Paz, un Indien très préoccupé tendait un carton avec mon nom écrit dessus. Mr. Drogman? Je lui répondis en aymara, ce qui le laissa muet. L'aymara fut utilisé par la recherche informatique. Les langues de l'altiplano, les branches du tronc Piukina ont encore beaucoup à révéler. Le petit homme qui répondait au nom d'Hippolito me fit monter dans une Jeep Nissan, un châssis court 1982 à l'aspect délabré. Mais le moteur tournait rond. Je félicitai le chauffeur qui m'informa que ce moteur, d'origine précisa-t-il, approchait les 400 000 km, dont 3/4 de piste et de la très mauvaise. La Bolivie manquait de route pour son million de kilomètres de. Le patron surveille bien la mécanique. C'est qu'il conduit vite. Chaque matin il va pour ses pratiques de karaté à Sopokachi en 30 minutes. Moi, il me faut 40 minutes, et sans me promener. Il va vite, Don Pierre, trop vite. Don Pierre? Demandai-je. Oui, notre patron. Après avoir traversé l'Alto et Ciudad Satellite, une tache plate de maisons inachevées en briques, nous avons bifurqué sur la droite, abandonnant la route de La Paz. Et bientôt, un chemin de terre qui commençait par une poubelle municipale nous fit plonger dans une vallée immense et dépeuplée. Au centre de la vallée, à Chocala, le village où vivaient les, se présentait comme les restes d'un avion gros porteur écrasé en bout de piste. On abandonna la route caillouteuse pour suivre des ruelles sillonnées par des paysans, des ânes, des moutons, des vaches et des microbus. On franchit un torrent sur un pont de rondins et la Jeep s'arrêta, klaxon bloqué, devant un portail rouillé. Quelques dizaines de pins et d'eucalyptus derrière le mur en adobe annonçaient une vaste propriété. Le portail s'ouvrait difficilement. Une indienne pliée en deux tirait un des battants. Ailée apparut, chemise et pantalon noirs, jambes écartées, pieds nus dans des sandales de cuir. Derrière lui, une meute immobile et attentive de chiens huskies au regard pâle. Proche de la soixantaine, 1,70 m, le type d'homme qui fait son âge mais est resté fort. Il devait peser dans les 90 kilos. Mobile et massif, sans doute à cause du karaté qui le maintenait compact. Je m'approchai et le découvris. Tignasse grisonnante, queue de cheval bouclée, barbe aux 3/4 blanche, une gueule. Des blessures anciennes avaient laissé des cicatrices, l'une en forme de sangsue en haut du front, une autre comme une étoile à la naissance du nez, et un mille-pattes à l'arcade sourcilière gauche. Il se voulait aimable et parlait trop. Sa silhouette de costaud recherchait la bonhomie, mais soudain lui échappait une courte suite de mouvements à la rapidité surprenante. On l'approchait, mais en gardant instinctivement ses distances. Dès la première rencontre, on participait à sa principale et involontaire forme d'échange, le quiproquo. Il prit mon sac de voyage, m'entraîna vers un jardin, me fit passer par un patio, une cuisine, une salle à manger, enfin un salon avec cheminée, piano droit, quelques fauteuils. J'en pris un pour m'effondrer, un peu essoufflé. Debout, Lé me regardait avec le sourire de l'hôte attentif. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude. Ça se sent. Au niveau de la mer, l'atmosphère a une pression d'1 kg au cm2, ici pas même 700 grammes.
Vous connaissez tout ça bien sûr. Je souffre d'une polyglobulie chronique. Mais je me soigne. Ah bon? Alors ce voyage? Un peu long. Imaginez au temps de la marine à voile. Un kir? Déjà il nous servait. Le vin est chilien, mais le cassis est français. Moi aussi je suis français, un mélange de Parisis, d'Éduins et d'Arverne. Alors Drogman, vraiment droguez-vous rien? Je cherchais à reprendre mon équilibre. Mais les n'arrêtait pas. J'ai voulu nommer un de mes personnages cocaïnomane. Cocaïneman serait meilleur, dis-je sans y penser. Il reprit au vol. Vous avez raison. Cocaïneman comme on dit Superman, Batman, Speedman. Rien que des costauds, dans notre monde faut pas faire malade, n'est-ce pas? Je m'interrogeais sur l'existence de son œuvre. Vous avez un manuscrit? Venez le voir. Dans le patio, un escalier en colimaçon menait à son bureau. En ouvrant les bras, me le présenta. Voilà. Plus de 60 mètres carrés, 7 fenêtres donnant sur la cordillère royale, une houle de papier sur des étagères surchargées. Au sol, des moraines de manuscrits s'élargissant sur ce qui restait de parquet et sur une planche de 4 mètres de long portée par des tréteaux, émergeait une pile de dossiers comme le kiosque d'un sous-marin par mauvais temps. Suivant mon regard, m'informa. Ce sont les exits aboutis. Exit? Je vous expliquerai. Exit pour sortie, pour livre, livre pour chapitre. Chaque livre ou chapitre est une tentative de sortie, donc un exit. Je l'interrompis. Sortie vers où? Il eut un geste vague vers le ciel, vers l'espace, mais sans répondre à ma question. Enfin j'en ai 7 à ce jour, 7 exits plus un recueil de contes. Les poissons n'ont pas débarqué sur Terre à bord d'aquarium. Ah bon? Eh oui. Il éclata d'un gros rire un peu bête et alluma son ordinateur pour me le montrer, un vrai chantier. Mon désordinateur, dit-il. Ces traitements de texte, c'est prodigieux pour maintenir l'écriture ouverte, dans un désordre permanent. J'en ajoute, je retouche, je retranche. Ce n'est jamais fini, c'est ce que j'aime. Chaque exit avait connu 3 ou 4 versions différentes, mais placenta, il les appelait. Si bien qu'au total, après 14 années d'écriture, il avait dégagé d'une masse de 12 000 feuillets un livre de 1000 pages dont il avait changé souvent le titre, L'homme excité, remplacé par La ligne de cristal, puis Chronique amazonienne et récemment L'agent de voyage, enfin Biogeste, la geste de la vie. Au cours du dîner, il eut cette phrase, « Cela représente 5 ans d'écriture à temps plein. Je me suis offert dans la force de l'âge, une demi-solitude de cutéreux, du bon temps à mon goût, du temps qui a du corps. » Et il but son verre de vin d'un trait. Comment interpréter tout cela? Demandai-je. Posté près d'une fenêtre, il contemplait un sommet enneigé et plat. C'est le Morurata. Au début du monde, toutes ces montagnes se battaient entre elles pour être la plus haute, un beau chahut. Bientôt ce tintamarre indisposa Dieu qui ordonna d'en finir. Chacun à sa place et à son niveau, je ne veux plus voir qu'un seul massif. Et tout se figea. Mais l'une des montagnes, dont on a oublié le nom, maugréa à l'adresse de son voisin, l'imposant Limani. Sans Dieu, je t'aurais gagné, et je serais parvenu à ces altitudes où le soleil est solitude. Dieu, colérique et jaloux comme tous les solitaires de sa fronde, décapita l'excité. Morurata signifie le décapité. Sa tête, jetée loin vers le sud, se nomme le Sarama, le déplacé. Que demandiez-vous? Comment interpréter tout cela? Répétai-je. À la voix, seulement à la voix. Son regard se détacha du Morurata pour se poser sur moi. Soudain timide, ce qui me surprit, il poursuivit. Je parle et vous traduisez. Je suis un oral palabra, je palabre mon texte. Et il me montra comment il voulait que l'on travaillât. De son bureau il me disait ses textes et moi, dans une autre pièce, casqué d'un écouteur, je traduisais en simultané sur magnétophone. La seule différence avec le travail habituel d'une conférence internationale fut la longueur des séquences, et aussi nos bavardages. J'ajoute qu'il ne me laissa jamais lire une seule page de son texte. Après le dîner et face à la cheminée, j'ai posé la question. Tout cela pourquoi? Il ne fut pas surpris par la question et ne chercha pas sa réponse, il vivait avec. Dans mon campement amazonien, pendant la période des pluies,
je m'ennuyais et j'ai décidé pour me divertir de me remettre à écrire. J'ai toujours écrit plus ou moins, mais là, c'était une simple envie sans plus de raconter mes aventures, de Bornéo à la Guinée-Conakry en passant par le Sardis Bar de Broadway et mon Amazonie. Je m'amusais beaucoup. Quand sur la couverture de mon cahier m'échappa cette phrase, littéralement jaillie de ma plume, « L'espèce humaine n'est plus le vecteur de la vie, elle doit être dépassée ». Et chaque fois que je me remettais à écrire mes petites histoires, cette phrase, balancée sans que je sache ni comment ni pourquoi, surgissait devant mes yeux, s'imposait à moi, et j'avais du mal à lui trouver un sens. Jusqu'au moment où j'ai compris, j'étais en train de découvrir que si la vie désirait poursuivre dans l'évolution, comme elle l'avait fait jusqu'à notre ère, elle ne pouvait plus se contenter de l'humanité actuelle. Et moi non plus. Pour évoluer, il me faudrait sortir de l'humain, devenir un humain augmenté, un homme bionique. Exit sans retour. L'aller simple n'a pas le sens du retour. Et voilà, conclut-il avec une feinte légèreté. Il plongea vers le foyer de tout son torse, et je vis dans la courbe tendue de son cou et de ses épaules le désir tête baissée d'un taureau de combat. Une certitude avait porté cet homme. Une certitude qui le dépassait et qui l'avait surmonté. En 40 jours, nous avons traité les 1000 pages. Est-ce bien littéraire tout ça ? Demandai-je. J'en sais foutre rien, me répondit-il. Mon voyage est une chasse à la rencontre. Pas de beaux tirs, rien que du pistage. J'aime ça. Seul le voyage compte. C'est un aller simple. Il me regardait. Et il ajouta. Un biologiste a écrit à propos de Casanova, son corps parle vrai. Quand on m'écoutera, quand on me lira peut-être, je voudrais qu'on entende mon corps parlant vrai. Rien d'autre. Cette prose qu'il a laissé couler jusqu'à moi afin que je vous la restitue, lecteur. Et aussi afin que je puisse témoigner devant vous, oui, cet homme a existé, il se faisait appeler je l'ai connu. Cette prose, ce flot, ce flux, c'est d'abord le récit déconstruit de quelques parties de sa vie, aventurier, chercheur d'or, chasseur de jaguars, explorateur, guide de forêt, colon des Andes et businessman ou commerçant. C'est aussi la chronique d'une paranoïa et des divagations d'un être en mutation, fou poète, harangueur philosophe, qui frappé d'une obsession évolutionniste, se sent élu pour l'aventure intersidérale. Il a déjà dépassé par le verbe, le statut et la condition d'homme et se tient prêt à quitter notre planète. Chacun de ces exits est une sortie vers un état différent qui le rapproche de son but, prolonger la vie, Vidyanan, au-delà de l'homme et de la terre. On serait tenté, pour abréger, de dire ce texte est un roman. Roman d'aventure et même roman de chevalerie, roman d'initiation intergalactique et de science fictionnelle. Mais est-ce bien un roman ? Je ne suis même pas sûr que ce soit un livre. Car tout est bon aux yeux de Lé pour que rien jamais ne soit fini ou défini. Pour lui, encore une fois, si l'homme est l'oméga de notre alphabet génétique et clôt l'évolution, alors il faut, pour continuer, sauter par-dessus l'homme arrêté. Ni roman ni chronique. De ce texte, je dirais que c'est une masse de vie, un mouvement de la vie dont le carburant est la coke et le régulateur le karaté, le combat à main nue face au vide. Thé dans la forêt, aux mains griffues, aux caresses contradictoires et le biotope. Presque né à Brocéliande, Lé rejoignant le cycle du carbone va fondre son corps dans l'humus raréfié de la forêt amazonienne. Le 43e jour, sans crier gare, il m'annonça qu'il allait partir pour son campement en Amazonie. Je m'étonnais. Il me demanda de choisir pour mon enregistrement à partir de sa dictée en français, une autre langue que l'anglais que nous avions utilisé jusque-là. Nous passâmes à l'allemand. J'aimerais bien m'écouter en allemand, dit-il sur le ton de la futilité exagérée. Aussitôt il me parla des conditions financières. Je suis d'abord un marchand, ne cessait-il de répéter. Je resterai au campement, je continuerai à vous dicter, nous communiquerons par radio, ajouta-t-il. Il m'indiqua le fonctionnement de son émetteur-récepteur, tous les jours à 5h p.m. Le lendemain matin je l'accompagnai à l'aéroport où son avionnette, un Cessna 206, l'attendait. 15 jours plus tard, la radio. Drogman, comment me recevez-vous ? Cambio. 5 sur 5. Cambio. Alors ça gaze ? Cambio. Ça gaze.
La transmission parfaite, aucune interférence, nous en profitions pour parler de choses et d'autres, quand après un silence il me raconta. Hier dans l'après-midi Rodolfo, mon équipier, a tiré un taille têtu, un pécari. Il s'était trompé de cartouche, une chevrotine trop petite. On a pisté mais la bête était loin, pourtant touchée à la hauteur du poumon droit. À la tombée du jour, en retournant au campement, nous l'avons trouvé, couché sur le flanc, encore vivant. Rodolfo a murmuré, El dueño. Le maître. El dueño de la selva. Le patron de la forêt. C'est à lui qu'on adresse l'annonce rituelle, chaque fois qu'on entre en forêt, une sorte de prière. Je vais tuer les animaux pour me nourrir, abattre les arbres pour maintenir ma maison, tuer l'arrêt pour son foie, son huile qui calme la toux, tuer le tapir pour sa viande. Une prière. El dueño entend tout, rien ne lui échappe. Il passe d'un animal à l'autre, d'une espèce à l'autre. Il est le vivant de la forêt. Rodolfo, respectueux mais sans peur, me montra du doigt ses blessures. L'animal nous regardait fixement, son œil très doux. El dueño était là. Toute la forêt nous observait. Rodolfo m'invita à repartir. Je le suivis. Beau ce conte, ai-je commenté. Je l'aurais inventé, il ne serait pas aussi beau. Et voyez-vous Drogman, toute beauté n'est pas bonne à dire. La beauté est cruelle. Et cette cruauté est belle. Et cette beauté me fait peur. Peur? Oui, peur. Au revoir Drogman. Cambio y fuera. Cambio fuera. Qu'est-ce qui m'échappait? Exit 1. Le voyage du battleur. Je rapporte ici les 7 chapitres qu'il appelle Exit, dans l'ordre qui m'a été laissé par lui et qui ne respecte ni la chronologie d'une vie ni la chronologie de l'écriture. Lé a insisté sur ce point. Prenons donc son histoire dans l'ordre qu'il lui a donné, l'ordre de sa formation, de ses émergences et de sa progression telle qu'il les a senties sans chercher à construire un personnage. À 30 ans, insatisfait bricoleur avec un début d'embonpoint, il s'arrache, c'est son mot, à son brouillon de vie, à ses limbes, et franchit l'océan, touche le Brésil, traverse le Mato Grosso jusqu'à Puerto Suárez au pied de la Bolivie. À cette époque, l'aventure était encore géographique et marine, pleine de ports et de bars. Ce premier exit lui fait déserter l'Europe et sortir de l'âge bête, on n'ose pas dire l'âge ingrat, chez lui très tard prolongé. Reste tout le reste, l'inconnu, ce qui se trouve devant, ce qui arrivera demain. Reste la curiosité, inséparable compagne du désir. Lé a la curiosité insatiable, et le désir violent. Voici ce qu'il m'a dicté. Quand j'ai pris la route, j'ai commencé par prendre la mer. Je n'étais pas le petit blanc désabusé de Jack Kerouac, mais un gros gars pétulant et piaffant resté dans ses starting blocks jusqu'à la trentaine. J'avais pris de la panse tout ce temps sur la ligne de départ. Ce ne fut pas un démarrage boulet de canon mais ce fut joyeux comme une grosse roche moussue rebondissant d'à-pic en à-pic. Et 20 ans après mon décollage du bassin parisien, ma garde-robe s'est remplie de peaux diverses, selon les circonstances, explorateurs, caciques amazoniens, taverniers, agents de voyage, planteurs de café, guidesses aventures, rédacteurs de livres utilitaires et maintenant méchant rédacteur d'une chronique amazonienne, mes Amazones. Je débarquai un soir de janvier, à Rio de Janeiro du paquebot Cristobal Colombo. Une cantine pleine de bouquins, des valises, des sacs. Cortés brûla ses vaisseaux, moi j'apportais ma bibliothèque et mes fringues italiennes. Plaça Mauá, la chaleur, les tapineuses exotiques, tout le grouillement de la nuit le long d'un port tropical. Je m'écroulais dans un café sous un ventilo et demandais une boisson fraîche. Un type au bar, la chemise trempée de sueur, se retourna. Trop tard. 2 silhouettes de flics aux allures d'arsouille déjà l'encadraient. Le type nettoya son teint olivâtre d'une main. Dans ses yeux tout s'achevait. Je reconnus ce regard. L'un des flics tenait au bout du bras un PM, démodé mais d'usage. Le trio s'éloigna lentement. Personne ne regarda. Le croupier avait ramassé la mise, le jeu continuait. Nous étions un 10 janvier. Pour le type qui disparaissait du tableau, sûrement une date. Je me débattais avec le garçon pour payer la note, quand soudain, très là, je me demandais ce que je faisais dans cet aquarium avec mes 200 mots d'espagnol. Cette étuve poisseuse me poussait à déguerpir. J'achetais le premier bleu jean de mon histoire vestimentaire.
Avec ce bleu jean qui me moulait les fesses, tout un monde basculait. Je pris le soir même le train pour Sao Paulo, Manhattan dans un marché africain. Terrible envie de quitter ce pays. Pourquoi y étais-je venu? À cause d'une femme. Elle se nommait Amparo. Nom que l'on peut traduire par havre. Elle fut la passeuse qui me fit traverser l'océan, les cordillères, et puis ni elle ni moi ne pouvions le savoir, les continents, les espaces. Bolivienne de Cochabamba, aux 3/4 de race quechua, petite, tendue comme une arbalète, des yeux charbon tout en pupille, des cheveux de jais et des ongles qui laissèrent de curieux idéogrammes sur mon anatomie. Je l'avais connue un soir chez un mien cousin. On lui avait parlé de ma douteuse personnalité. J'appris que j'étais réputée être mariée avec une danseuse nue, sans doute pute. Que j'étais le nègre d'un métèque qui pondait des polars pleins de violence et de sang. Que j'avais écrit un manuel de la braguette pour un chanteur scandinave. Qu'on ne pouvait me dire obèse mais que déjà je me portais bien. Que la plupart du temps je sillonnais l'Europe dans une guimbarde remplie de livres, de victuailles et de boissons, et touche finale qu'il traînait dans mon passé un cadavre entre deux os. Je voulais te connaître, me confia Amparo. Ma première réflexion en te voyant a été « Il n'est pas si gros que ça. » Vraiment une jeune femme charmante. Je l'invitai à dîner. Nous avons soupé dans une auberge allemande, épaisse et hilare. Amparo avait du charme, de belles mains manucurées, une poitrine ronde. Elle me racontait sa vie, elle me racontait un peuple et son village. Tarata est seulement un village, mais il donna à la Bolivie 3 présidents de la République, dont le fameux Melgarejo, un fou grandiose, et Barrientos, qui combattit la guérilla du Che avant de mourir d'un accident d'hélicoptère. Ce même Barrientos, jeune lieutenant, avait enlevé la tante d'Amparo, secret familial qui ne fut révélé qu'une fois l'audacieux lieutenant devenu président de la République. La grand-mère d'Amparo, Zurita, était une colita élégante, les bottes lacées jusqu'au-dessous du genou, la polera de fines étoffes, robe gitane que les Espagnols imposèrent à leurs domestiques indiens. Son grand-père, notable de Tarata, épousa la colita de Polra. Ce mariage fut un grand scandale local, mais le grand-père amoureux tint bon. Négociant, il gagnait gros, ses caravanes ramenaient d'Argentine des produits manufacturés et il achetait de plus en plus de terres. Le jarret de porc était excellent et la bière bavaroise m'embrumait la tête. Mon imagination commençait à vaguer. Sa mère et sa tante avaient été élevées au collège allemand de Cochabamba, tenu par les sœurs teutones très strictes sur tout ce qui touchait aux traditions de la bonne société. Sa grand-mère, la colita élégante, ne pouvait entrer dans le collège où étudiaient ses filles, à moins de changer de tenue, de quitter sa polera et elle s'y refusait. Je l'ai connue plus tard, elle avait 80 ans, belle encore dans ses poleras de deuil. J'ignorais presque tout de l'Amérique du Sud. Amparo me parlait de paysans, de révoltes chouanes sur les Andes. Quand on a été élevé entre Saint-Maur de Bretagne et la forêt de Brocéliande, à l'époque des sols de terre battus, c'est une histoire qu'on écoute. Les semailles, les moissons, le mauvais temps pire que les plutocrates coulaient d'une source bien ancienne où je partis me baigner allègrement avec cette fille des montagnes magiques. Là-bas, me disait-elle, les hommes savent encore trinquer avec la terre nourricière, notre Pachamama. Et un soir. Pierre, me murmura Amparo. Elle m'aimait. Ce mot d'amour me suffoque toujours, j'y respire mal. Je suis immortelle et me sens peu concernée par les grands sentiments. Tu m'aimes? Mais oui, mais oui. J'aime les femmes, bavarder avec elles, contempler leur savant maquillage, leurs vêtements qui me troublent toujours. J'aime les regarder jouir, sentir cette jouissance étonnante, tellement étrangère. Tout cela est-ce l'amour? Non, m'affirme-t-on, l'amour est d'une essence plus captivante, il s'agit d'une prise de l'être, un don de soi-même. Et puis quoi encore? Comment s'adonner à soi-même tout en se donnant à l'être aimé? En devenant une seule chair, un seul esprit, un seul souffle. Diable. Mystère auquel je n'irai pas me frotter. Le dernier refuge de l'homme, affirmait un croyant, c'est le couple. Ce n'est plus un refuge, mais une île déserte. Je t'aime, crut-elle bon d'insister. Amparo me faisait face. Elle était là, entière, lumineuse sur le fond de son regard nocturne. Je venais de parcourir la piste de Santa Cruz, bordée de précipices, j'arrivais à Cochabamba. Amparo, escortée d'une sœurette, couventine gentille, me regardait. Bronzée,
les cheveux longs, une chevelure épaisse et compacte faite pour fouetter le corps. Je n'avais d'abord vu qu'un petit être exotique aux reins vigoureux. Là, chez elle, tout la remplissait, la chaleur, les indiennes criardes aux gestes feutrés, les odeurs d'agrumes, la poussière tourbillonnante, le pollen scintillant des fleurs minérales de la nuit. Je mettais enfin pied à terre, à 2600 mètres d'altitude. J'étais arrivé. Il y avait longtemps que je n'avais pas senti du solide sous mon pas. Je la regardais sans parler. Un calme inconnu, une sérénité idiote et juvénile m'envahirent en reniflant ces odeurs que je n'arrivais pas à classer. Des chairs à l'odeur de terre, une farandole d'effluves, tous inconnus, et que je n'ai jamais plus humé ni à Jaipur, ni à Marrakech, ni au vieux port de Jakarta, ni à Conakry, ni dans une case punant à Bornéo ou dans une chaussade d'Amazonie. Jamais je n'ai reniflé l'homme avec une telle ivresse, comme si je le rencontrais physiquement pour la première fois. Chasseur d'hommes à l'arrêt. Amparo m'emmena à sa maison où toute la famille m'attendait, gargouille souriante à l'entrée du temple. Hébété, j'allais me coucher et m'endormir ravie au milieu de mes bagages. Amparo vint me rejoindre à l'aube. Je fis l'amour avec la nette conviction de m'engager dans une nouvelle substance où j'allais renaître à chaque coup de rein. Tout ira bien, sut-elle me dire. J'éjaculai dans une certitude nouvelle. Amparo mesurait un peu plus d'1,50 m, et son frère étudiant en médecine, guère plus, les sœurs sans doute moins, et la mère, Doña Berta, était la copie joyeusement vivante du bonhomme Michelin. Dans le patio intérieur, Sapirona, la chatte lascive, se roulait au soleil. Don Sander, le père pépone cravaté, très sobre, apparaissait en coup de vent. Le premier samedi, on m'invita à une partie de rayuela. Ça consiste à jeter une pièce de monnaie comme un palais dans le trou d'une adobe, prétexte pour consommer de la chicha, boisson sacrée de l'Inca, à plein seau en plastique jaune ou rouge. Les ondes magiques se présentaient à mes yeux de novice sous un jour déroutant. Amparo me guidait, elle m'emmenait voir. Le dimanche nous allâmes en famille déjeuner à Kiakolo, chez Mao, le patron d'une chicheria connue de Don Sander, un patio sous une treille, sur lequel s'ouvrait une grande salle avec piano droit et piste de danse. Le cholo ressemblait vraiment beaucoup au grand timonier. Et sa femme, une plantureuse, était le meilleur chef cuisinier du département. Avec mon espagnol embryonnaire, bien que je ne voulusse pas le montrer, je lus sur la carte Conero Estirado. Du lapin. Quiero eso, ordonnai-je. Mao se mit au piano, et attaqua sur un rythme joliment dansant. Les cavaliers portaient sur la tête le feutre avachi des incorruptibles, et les cavalières, un curieux haut de forme tout blanc aux bords très larges et plats. Chaque partenaire, le bras levé, agitait un mouchoir blanc. Ils dansaient face à face, se tiraient des révérences et des œillades assassines. C'est une cueca, une danse d'amour, me disait Amparo, il commence par coquetir, tu comprends? Je comprenais. Coqueter. Ils se courtisent. Ils s'attisent. Les yeux dans les yeux, les têtes bien hautes, la femme très insolente. Amparo parlait doucement, le regard fixe. Je devinais son ventre chaud. C'est la quimba? Il l'enlace mais sans la toucher, elle tourne, il se frôle, elle est déjà en son pouvoir. Rien de plus émouvant que ces danses allusives. Maintenant, le zapateo. Le coq laisse glisser une aile au sol, penché sur le côté, et piétine avec fureur. Aéro. Aéro, cria le public. Enfin on m'amena mon lapin. Une chauve-souris crucifiée, un rat dépoitraillé. Je regardais Amparo. Elle ne disait rien. C'est ça le conero? Le lapin se dit conero de Castilla. Ça en quechua c'est un cuis. Dans la cuisine, le sol était envahi de cuis, ça grouillait partout, grimpait sur les tables, l'évier, un véritable élevage. Tu ves ahora, gringuito? Je voyais des cochons d'Inde, des cobayes en pagaille, et je rotais d'aise. Amparo me tira d'une aile, je dansais, agitais mon mouchoir de naufragé rescapé, la bouche grasse de mon cuis dévoré. Cocorico. Je frappais des pieds, j'étais le chanteclair de toute cette volaille. Du rat? 6. Et des flots de chicha par-dessus. Les pôleras se gonflaient, je tournais avec elle. Plus tard dehors, une lumière m'attira, j'entrai. Des paysans buvaient. Leurs regards me fixaient. J'hésitais, je n'avais jamais lu une telle indifférence. J'avançais, leur face d'adobe restait figée sur mon absence.
J'étais ivre. Ils étaient saoux. On me servit une calebasse pleine de chicha. La Colita versa au sol un mince filet de sa boisson. Pachamamanta, dit-elle. Je l'imitais. Pachamamanta, dis-je en m'arrosant les pieds. Dans les celliers de mon enfance, on versait le cidre avec le même geste attentif, sur la même terre battue, dans la même pénombre de terrier. La chicha enluminait ma vue. Des feuilles d'or pleuvaient sur les murs de terre. Pachamamanta. Youpi, gueulai-je. Et encore une calebasse. L'or au baril. L'or ivresse, l'or qu'on pisse indifférent en inondant les trottoirs. Les hommes de terre me regardaient m'arroser, et peu à peu, fissure après fissure, leur bouche se craquelait, lagune séchée d'où sortaient des sourires aux grandes lèvres de glaise. Ils bavaient doucement sur leurs pieds énormes. Pachamamanta amigos, lançai-je. Je titubais au bord de ces cratères impassibles. Une main au doigté connu se posa sur mon bras. Pachamamanta signifie « à la Pachamama ». La Pachamama, c'est la déesse terre. Alors je trinque avec cérès d'émetteur aux innombrables mamelles. M'enthousiasmai-je en vidant la moitié de la calebasse sur la terre battue. Je me retournai. Amparo me souriait. Là, toute petite, lutine, avec ses mêmes yeux d'abîme et sa longue bouche qui donnait à la nuit son sourire. Ma natte d'effluve me transportait si loin dans les temps, dans la pagaille de mes vies. L'univers s'ouvrait dans toutes les directions, plus de haut ni de bas, seul l'espace à remplir. Jusqu'où ai-je tournoyé cette nuit-là? J'ai dévoré à la lueur des vendeuses ambulantes, des brochettes de cœur. La Croix du Sud n'était plus qu'une cible de fête foraine. Dans une ruelle j'ai culbuté Amparo entre deux ivrognes bien tassés, et sur le trottoir souillé je l'ai secoué, carillonneur têtu. Amparo éclatait par saccades en fou jouir, son corps s'élevait en se délestant membre par membre, et moi éberlué, émerveillé, pris de vertige, je m'accrochais à ses reins de farandole. Je me remettais de mes fièvres dominicales dans un transat sous le soleil, au milieu du jardin. Pour nous la Pachamama est toujours vivante, expliquait Amparo. Nous invoquons la déesse terre pour boire, manger, construire une maison, acheter une voiture, chaque fois nous lui dédions une chala, nous l'invoquons encore plus qu'Inti, le soleil. Oui. Oui. Demain nous irons à Tarata. C'était son village où des branches de sa famille dominèrent à tour de rôle sur des générations. Tarata, une de mes balises, tout comme le chéneau de la Haye, le hameau de mon enfance. Bolivar, El Libertador, de passage, distingua Tarata qui donna à la Bolivie des présidents et des dictateurs. Le général Barrientos, le bel aviateur et aussi Melgarejo, le caudillo surréaliste qui pour un cheval céda au Brésil le Mato Grosso et laissa croire aux historiens qu'il était fou. Admirateur de Bonaparte, il voulut courir au secours de Napoléon III contre les Prussiens. Mon général, mais il faut passer par l'océan Atlantique. Eh bien nous prendrons le raccourci. Dictateur hilar, il fit baiser le cul nu de sa splendide maîtresse à une cour de courtisans terrorisés. Et il demeure le héros jamais égalé dans toute l'histoire militaire qui, battu, ses troupes débandées, s'entoure de 3 hommes et va, botté et armé, au palais où le général Belzu, son vainqueur, est en train de célébrer son triomphe une coupe de champagne à la main. Melgarejo passe les gardes du palais, chacun croit qu'il vient se rendre. On le salue avec respect. Il déboule dans le salon. Les nouveaux courtisans s'écartent. Melgarejo fait face à Belzu, sort son pistolet et abat le nouveau et éphémère César d'une balle dans la tête. Aussitôt il se rue au balcon qui donne sur la place où la foule s'entasse pour fêter le vainqueur. Et Melgarejo de sa voix de stentor leur crie. Belzu est mort. Qui vit maintenant? Quelques voix ne peuvent s'empêcher de reconnaître l'évidence. Melgarejo. Melgarejo. Le nom de bouche en bouche se transforme en rumeur, explosion, plébiscite éclair. Et Melgarejo devint dans l'instant le chef incontesté de tout un peuple pour 7 années de bruit et de fureur. Exilé, devenu mercenaire au Chili, il finit par tomber dans un crime passionnel au Pérou. Depuis plus d'1 siècle, fantôme terrible et vénéré, chaque nuit il cabre son pur sang aux couleurs de lune sous l'arbre torturé de la Plazuela, sa fameuse coupe de 20 litres pleine de chicha brandie à bout de bras. Il est un fou et pur produit de la terre, un cri geyser. Il est de ces démons qui ne comprennent pas pourquoi leur sol et leur ciel ne forment pas une seule voix sous leur rêve beauté,
un de ces hommes condamnés au premier regard de leur désir. Le microbus nous déposa enduit de poussière sur la plaza principale. Petite, ombragée, fleurs et palmiers, bancs, trottoirs et passants, tout un mouvement séculaire bien rodé. Mais dans ses proportions un je ne sais quoi qui cloche. Cet agencement me regardait littéralement, de travers. Tarata fut même un temps la capitale de la Bolivie. Aujourd'hui bien sûr ça peut faire sourire, m'informa Amparo. Je ne souriais pas. Il reste un institut de musique et un institut d'agronomie. Pourquoi ici l'agronomie, la musique? Elle regardait la place. Et pourquoi ailleurs? Dit-elle doucement. Elle m'emmena à la demeure ancestrale. Énorme bâtisse avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, des pièces salles de bal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.